Bonjour à tous, ou bonsoir, en fonction de l'heure à laquelle vous m'écoutez. Apparemment, les histoires du Necronomicon vous passionnent. Et je fais juste une petite parenthèse avant de débuter l'histoire, pour avancer un petit peu si ça vous intéresse pas. Ça vous passionne ces histoires? Eh bien, ça me fait vraiment très plaisir. Je remercie notamment la guilde et Balto, donc son créateur, qui m'ont reconnu, et puis toutes les membres de ce petit groupe de youtubeurs, donc qui s'appelle la guilde. Vous cliquez ici là pour aller sur leur chaîne, vous serez pas déçus. Franchement, ce sont des gens, si vous voulez vous lancer sur YouTube, que vous avez une bonne idée, c'est des gens qui vont vous aider. Ils vont pas vous critiquer de manière non constructive. Ils vont vous donner des idées. Ils vont vous dire si votre concept est viable ou non. Franchement, ça fait quoi, 15 jours que j'ai commencé ma chaîne. J'ai rejoint leur forum d'abord et ensuite leur serveur Mumble pour échanger avec ces gens-là. Ce sont des gens ouverts, intelligents, cultivés. Je veux pas lancer des fleurs comme ça parce que c'est certainement pas mon genre. Vous avez vu que quand j'ai un coup de gueule à passer, je suis capable de dire ce que j'ai à dire. Mais là, franchement, je vous remercie beaucoup à tous. Alors, je ne donnerai pas de nom, histoire d'être certain d'oublier personne. Mais voilà, je voulais vous remercier pour ce que vous m'apportez en conseil et puis en soutien. Ça me motive vraiment de continuer ces vidéos. Voilà, je vais fermer la parenthèse et puis on va tout de suite commencer avec cet épisode du Necronomicon. Voilà, j'ai terminé mon annonce. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Lisons. Au cours des 2 années suivantes, je vis de moins en moins Derby. Une quinzaine passait quelquefois sans que résonne à la porte le signal familier, 3 coups puis 2, et quand il venait, ou si j'allais chez lui, ce qui devenait de plus en plus rare, il évitait d'aborder les sujets brûlants. Il était devenu très réservé à propos des recherches occultes qu'il décrivait et discutait à fond d'habitude, et préférait ne pas parler de sa femme. Elle avait terriblement vieilli depuis leur mariage, jusqu'à paraître, curieusement, la plus âgée des deux. Son visage exprimait une résolution farouche, et elle inspirait tout entière une vague et indéfinissable répulsion. Ma femme et mon fils le remarquèrent comme moi, et nous cessâmes peu à peu de la voir, ce dont elle fut grandement soulagée. Edward le reconnut dans un de ces moments de muflerie puérile. De temps à autre, les Derby faisaient de longs voyages, en Europe officiellement, bien qu'Edward fît allusion parfois à des destinations mystérieuses. C'est au bout d'1 an que les gens commencèrent à parler de changements chez Edward Derby. Des propos en l'air, car ce changement était purement psychologique. Mais on relevait des détails intéressants. Ici et là, semblait-il, on observait chez lui des expressions
ou des comportements incompatibles avec sa mollesse naturelle. Par exemple, alors qu'autrefois il ne savait pas conduire, on le voyait parfois maintenant rentrer ou sortir à toute allure par la vieille entrée de Crowninshield au volant de la puissante Packard d'Assenat, conduisant de main de maître et affrontant les embouteillages avec une habileté et une décision tout à fait étrangères à ses habitudes. Dans ces cas-là, il semblait toujours partir en voyage ou en revenir. Quel voyage? Nul ne le savait, avec toutefois une prédilection particulière pour la route d'Innsmouth. Curieusement, la métaphore ne paraissait pas vraiment sympathique. On disait qu'il ressemblait alors trop à sa femme, ou au vieil Ephraim White lui-même. Ou peut-être ces moments donnaient-ils l'impression d'être anormaux parce qu'ils étaient rares. Parfois, quelques heures après être parti ainsi, il revenait nonchalamment étendu sur le siège arrière de la voiture, tandis qu'un chauffeur ou un mécanicien, manifestement payé pour cela, conduisait à sa place. En outre, son attitude dans la rue, quand il faisait la tournée de plus en plus réduite de ses relations, y compris ses visites chez moi, se caractérisait le plus souvent par son irrésolution d'autrefois, dont la puérilité irresponsable était plus marquée encore que par le passé. Tandis que le visage d'Assenat vieillissait, celui d'Edward, en dehors de ces moments exceptionnels, se détendait en une sorte d'excessive immaturité, sauf quand y passait la trace fugitive d'une tristesse ou d'une compréhension nouvelle. C'était très déconcertant. Cependant, les Derby quittèrent presque complètement le cercle avancé du collège, non pas, disait-on, qu'ils en soient dégoûtés eux-mêmes, mais parce que quelque chose dans leurs études actuelles choquait jusqu'au plus endurci des autres décadents. La 3e année de son mariage, Edward commença à me confier franchement son mécontentement et une certaine crainte. Il me donna à entendre que les choses allaient trop loin, et tint des propos obscurs sur le besoin de sauvegarder son identité. Au début, je ne relevai pas ces allusions, mais à la longue, je finis par l'interroger prudemment car je me rappelais ce qu'avait dit la fille de mon ami à propos de l'influence hypnotique d'Assenat sur les autres filles de l'école, ses expériences où des étudiantes, se croyant dans son corps, se voyaient elles-mêmes à l'autre bout de la pièce. Il parut à la fois inquiet et reconnaissant de mes questions, et marmonna qu'il aurait un jour un entretien sérieux avec moi. Vers cette époque, le vieux monsieur Derby mourut, ce dont, par la suite, je ne pus que me réjouir. Edward fut très affecté, mais pas du tout désorienté. Il voyait très peu son père depuis son mariage, car Assenat avait concentré sur elle tout ce qu'il pouvait éprouver d'attachement familial. On le jugea sans cœur après ce deuil, surtout depuis qu'il affectait de plus en plus de désinvolture et d'assurance en voiture. Il souhaita alors retourner dans la vieille demeure des Derby, mais Assenat tint à rester à la maison Crowninshield, où elle avait maintenant ses habitudes. Peu de temps après, ma femme apprit une chose étrange d'une de ses amies, une des rares personnes qui n'avait pas abandonné les Derby. Allant voir le couple, et parvenue au bout de High Street, elle avait vu une voiture surgir de l'allée, avec au volant un Edward étonnamment sûr de lui et presque sarcastique. Ayant sonné, elle apprit de la jeune servante repoussante qu'Assenat était absente elle aussi, mais par hasard, elle avait, en partant, jeté un coup d'œil sur la maison, et à l'une des fenêtres de la bibliothèque d'Edward, elle avait aperçu un visage aussitôt dérobé, un visage dont l'expression de chagrin, de défaite et de regret désespéré était indiciblement poignante.
C'était chose incroyable étant donné son habituelle allure dominatrice. Celui d'Asenat. La visiteuse aurait pourtant juré qu'à cet instant, c'étaient les yeux tristes, brouillés du pauvre Edward qui l'habitait. Les visites d'Edward se firent désormais un peu plus fréquentes, et ses allusions parfois se précisèrent. Ce qu'il disait était incroyable, même dans cet arcane séculaire et hanté de légendes. Mais il me jetait son ténébreux savoir avec tant de sincérité et de conviction que je craignais pour sa raison. Il évoquait des terribles assemblées dans des lieux solitaires, des ruines cyclopéennes au cœur des forêts du Maine, sous lesquelles de larges escaliers menaient aux abîmes de nocturnes secrets, d'angles complexes qui conduisaient à travers des murs invisibles en d'autres régions de l'espace et du temps, et de hideux échanges de personnalités qui permettaient l'exploration de lieux interdits et lointains sur d'autres planètes dans un continuum spatio-temporel différent. Parfois, à l'appui de certaines assertions extravagantes, il me montrait des objets qui me stupéfiaient, de couleurs insaisissables et de structures déconcertantes, ne ressemblant à rien de connu sur Terre, dont les courbes et les surfaces ne répondaient à aucun dessin concevable, ni n'obéissaient à aucune géométrie intelligible. Ces choses, disait-il, venaient d'ailleurs, et sa femme savait se les procurer. Quelquefois, mais toujours en chuchotement terrifié et obscur, il émettait des suppositions à propos du vieil Ephraim White, qu'il avait vu de temps à autre jadis à la bibliothèque du collège. Ces vagues intuitions n'étaient jamais explicites, mais semblaient graviter autour de quelques doutes particulièrement atroces, à savoir si oui ou non le vieux magicien était bien mort, autant spirituellement que physiquement. Il arrivait à Derby d'interrompre brusquement ces révélations, et je me demandais si Asenat n'aurait pas pu deviner à distance ses propos et le couper par un genre inconnu de mesmérisme télépathique, un de ses pouvoirs qu'elle avait révélé à l'école. Elle se doutait certainement qu'il me faisait des confidences, car, au fil des semaines, elle essaya de mettre fin à ses visites avec des mots et des regards d'une puissance inexplicable. Il lui était très difficile de venir me voir, car bien qu'il prétendît se rendre ailleurs, une force invisible venait généralement entraver ses mouvements ou lui faire oublier momentanément sa destination. Il venait d'habitude quand Asenat était parti de son propre corps, comme il dit bizarrement un jour. Elle s'en apercevait toujours plus tard. Les domestiques, épiant les allées et venues de son mari, mais manifestement, elle jugeait maladroit de réagir avec violence. Ceci conclut notre 3e épisode du Monstre sur le Seuil. Encore une fois, je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très vite.